aussi de l'équipe avec cette course, des histoires personnelles qui font que c'était pour moi un moment important, et je me disais, je n'ai pas gâché ça, parce que je savais très bien que 4 heures, ça serait, en plus il n'y avait pas de situation où la situation ne se précipiterait pas, donc je savais que ça voulait dire j'avais pris le départ et la victoire s'était déjà envolée, alors que je sentais que j'avais tout pour gagner cette course. Bonjour Charles, Raphaël de West France. Il y a une image très forte aujourd'hui, c'est toute ton équipe qui est derrière toi, c'est assez rare de voir ça. Est-ce que tu peux nous dire les liens dont tu as évoqué tout à l'heure à l'arrivée? Tu dis il y a des histoires très fortes entre nous, elles se nourrissent de quoi, ces histoires dans un team, tu es tout seul sur ton bateau, mais qu'est-ce qui vous lie? Qu'est-ce qui ensemble là? C'est la passion, je crois. C'est ce que j'aime dans cette équipe, c'est que les gens sont passionnés par ce qu'ils font, passionnés par ce bateau. Je crois qu'on est tous conscients qu'on est dans une équipe particulière, pour plein de raisons, mais on vit l'histoire. Alors cette équipe, elle existe depuis très longtemps, mais je crois que cette épopée du Maxime Rothschild, elle est très particulière, parce que c'est pour tous les gens qui travaillent dans le milieu du nautisme de vivre ça. Voilà, quand ils se sont lancés le défi, moi j'étais pas là il y a 4 ans, de construire ce bateau, c'était complètement dingue. C'était pas, ça a été un pari réussi. Donc voilà, donc je crois que ce bateau. Enfin, moi personnellement, j'ai pas tellement de lien affectif avec un bateau. Il y a des gens qui voilà, ouais, mais c'est vrai que ce bateau il est particulier, je trouve, par sa beauté, par son innovation, et je crois que chaque personne de l'équipe contribue à cette victoire. Hein. Je disais, j'ai pas sorti ma caisse à outils de la course. C'est la première fois, je crois, dans toutes les courses qu'on a fait avec le bateau, aucun souci. C'était presque donc c'est la perfection de tout le monde. D'ailleurs, ça se joue peut-être là-dessus. C'est pour ça qu'on met les marins en avant. Mais François a eu une avarie. Ça lui a sans doute coûté la chance de se battre pour la victoire, alors qu'à ce moment-là, on était au contact. Donc c'est vraiment tout est lié. Hein. Donc voilà, je crois que ce qui nous lie, c'est cette passion des bateaux, de la technologie, de plein de choses. C'est ce qui est passionnant, c'est la technologie. Hein. On parle le sport, mais il y a aussi beaucoup de techno. Et moi, tous les jours, quand je me lève, je vais au boulot, j'ai le sourire parce que j'apprends des trucs, je m'éclate. Il y a des moments où même où c'est pas à terre, qui sont aussi forts que les moments en mer. Charles, justement, tu as parlé de François. Est-ce que tu t'es senti quelque peu inquiété par moment par François et Thomas Coville? Est-ce que tu étais obligé d'accélérer? Est-ce que oui, de toute façon, quand j'étais menacé dès le début par François et Armel surtout. Thomas était un peu en retrait, mais je savais qu'il serait dans le match aussi. Armel, je l'ai eu, il avait subi une avarie. Mais on s'en a échangé, mais c'était difficile parce que c'était aussi très important pour lui cette édition. Et puis François, on s'est parlé une fois, quand je l'ai croisé un matin, je l'ai appelé, je lui ai dit alors, ça va? Et il me dit oui, je suis content d'être là. Et il m'avait rattrapé. Et puis après, on s'est pas étalé, on savait que ça allait être le match. Et je garde en mémoire ce bord qu'on a fait. Où j'ai l'impression qu'on surenchérissait, parce que je me suis dit, on était bord à bord, j'avais fait une option un peu différente de la sienne, on était bord à bord et on a fait une option différente et on s'est retrouvés. Et là j'ai dit maintenant, c'était des conditions difficiles, ça va être celui qui pousse le plus fort, et j'ai poussé très fort, je me suis dit il va pas suivre, et puis il a poussé aussi fort, du coup j'en ai rajouté une couche, et on a fait des trucs, je pense qu'il faudra aller changer avec lui, mais je pense qu'on a dépassé les limites du raisonnable. C'était vraiment, on était vraiment à fond. Et évidemment que je me suis senti menacé par lui parce qu'il a un bateau très performant, il navigue très très bien, je trouvais qu'il a extrêmement bien navigué, c'était très propre, c'était très clair ce qu'il faisait, enfin, c'était beau de le voir naviguer à côté de moi, et voilà, donc ça rend ma victoire encore plus belle, parce que se battre face à François, c'était un dossier. Charles, tu dis que le bateau est en super état, mais toi, dans quel état tu arrives? Tu as eu du mal à dormir, je crois. J'ai eu du mal à dormir parce que j'avais pas envie de dormir, j'avais tout le temps envie de faire avancer le bateau plus vite, parce que j'avais François à côté et que c'était la guerre pour aller plus vite. C'était une course de vitesse permanente. J'ai passé très peu de temps sur la météo, j'ai fait mes routeurs, mais par contre c'était une course de vitesse. On était souvent sur les mêmes bords, donc ça se jouait sur rien. Et dès que je voyais qu'il allait plus vite, j'essayais de trouver des réglages pour aller plus vite. Donc
Et en fait, au début, c'était épuisant. Puis après, je disais, la première journée, j'étais même au bout de 5-6 heures, j'étais inquiet parce que j'avais les bras qui tétanisaient et des crampes dans les bras. Alors, et je comprenais pas, je vais pas pouvoir tenir. Et j'ai cru vraiment sur une manœuvre que mes bras allaient exploser. Et puis, il s'est passé, je me suis dit, mais en fait, le corps s'habitue à tout. Et oui, j'ai eu du mal à dormir, mais j'ai quand même trouvé un rythme et je suis pas du tout fatigué. Enfin, je me suis jamais senti complètement épuisé. De quoi tu as envie là maintenant? Bah écoute, je sais pas, j'ai passé du temps avec, de fêter ça avec l'équipe, de fêter ça avec ma famille, qui sont tous venus. C'était un moment important pour toute la famille, cette course. Donc voilà, on va en profiter. On est dans une très belle région. Moi, j'adore la Guadeloupe, donc je suis heureux d'être là. Et je vais passer des bonnes vacances parce que voilà, je vais pas passer mes nuits à me dire et si j'avais fait ça, j'aurais peut-être gagné. Dernière question, dans un an, il y a un tour du monde en solitaire sur ces bateaux-là. Comment est-ce que tu envisages ça? Tu l'envisages beaucoup mieux? C'est autre chose de mer du Sud avec un outil? Je l'envisage avec plus d'appréhension parce que alors je pense que c'est pas le même exercice parce que là on était vraiment sur un sprint. Mais je pense que ça va être. Je m'étais pas. En fait, j'abordais cette route du Rhum en me disant je suis allé sur le bateau, ça va être facile. Je trouve que le bateau, je me disais même des fois, c'est plus dur, c'est peut-être plus facile de faire ça que sur ces bateaux-là qu'en IMOCA ou en classe 40, parce que les bateaux sont plus grands, mais en fait, la dimension physique, elle est énorme. Et ça, sur 24 heures, je m'en étais pas aperçu. Et donc, sur un tour du monde. Après, c'est pas le même rythme. Hein. Là, on est sur du demi-fond, et puis la prochaine, on va partir sur un marathon. En fait, c'est presque pas le même exercice. Donc, je l'aborde avec encore plus d'expérience, mais j'ai envie de le faire. Mais je l'aborde comme une aventure, plus que comme une course. Alors là, j'étais vraiment que dans la course. Enfin, ça reste une aventure, hein, mais l'aventure. Mais j'étais voilà, je venais pour gagner, faire gagner ce bateau et gagner. Si tu devais mettre une note à ta victoire sur la Volvo et à celle-là, c'est laquelle qui a pour toi le plus de valeur, le plus d'importance, la plus belle? Bah, c'est difficile c'est pas tout la même chose, je ne peux pas mettre de notes, mais celle-là, elle a une saveur particulière parce que c'était la course que je voulais faire. La Volvo, j'y arrivais presque par erreur, la Volvo, et j'ai vécu des moments dingues, mais c'est, je vais pas les comparer, mais c'est vrai que celle-là, elle est dingue. Pour moi, elle est dingue. Elle n'était pas prévue, elle est dingue. Charles? C'est de Charles, c'est Jacques. Il y a quelques semaines, tu nous disais, quand on a enregistré un podcast, j'ai pas confiance en moi, et parfois quand je vois mon nom sur un trophée comme celui de la Volvo, j'ai pas l'impression que c'est moi, et j'ai l'impression d'être un imposteur. Est-ce que, là tu vas en écrire encore sur un trophée, tu vas encore écrire ton nom, parce qu'à un moment, tu vas finir par accepter que t'es un des plus grands marins français quand même? Bah, c'est pour ça que quand on me demande mes plus grandes victoires, finalement, je reviens surtout sur la solitaire du Figaro, parce que c'est quand tu es en solitaire, tu peux pas, tu vois, en rigolant, souvent les gens disent tu vas réussir à gagner une course sans Franck Hamas ou Pascal Bidégory, parce qu'ils sont toujours à côté de moi. Et voilà, donc les courses en solitaire, celle-là, on peut pas me la retirer. Alors là, c'est un travail d'équipe, mais sur le bateau, j'étais tout seul, donc je pense que en tout cas, je suis convaincu que j'ai bien utilisé le bateau à 100% de son potentiel, et ça, j'en suis assez fier. Et tu vas finir par accepter que tu as un défaut. Ouais. Mais tu sais, je sais pas. On reste toujours l'enfant il paraît que c'est que ça, on dit un vieux ou un adulte, c'est un jeune qui s'est pas vu vieillir. Voilà. Charles, félicitations. Est-ce que vous avez eu le temps de regarder si Michel Desjoyaux vous a envoyé un SMS de félicitations? Il m'en a envoyé un au départ, déjà, suite à ce que j'avais dit. Donc je suis sûr qu'il m'a dit t'inquiète pas, tu l'auras ton SMS, j'en suis sûr. Donc il m'a donné de la confiance. D'autres questions? Une dernière. Charles, tu peux revenir sur ce bord là dont tu parlais avec François, où tu as eu l'impression vraiment d'avoir poussé le bateau. C'était à quel moment de la course et qu'est-ce que tu as ressenti? Tu étais vraiment dans la zone rouge là? Non, j'ai ressenti, je me suis dit, je suis en train de faire une connerie. Parce que là, je vais casser. C'était le long bord de descente, il y avait encore beaucoup de mer. Et en fait, le vent est monté très fort. Et à un moment, j'ai dit, bon, ils en allaient à 40, 45 nœuds, il y avait beaucoup de mer. Je pensais pas que François allait pousser autant son bateau,
qui est plus récent quand même, et un peu moins, un bateau assez léger, racé, et sans doute moins marin peut-être que le mien. Et je me disais là, c'est les conditions pour mon bateau, qui est réputé pour ça. Et ça a été très vite, mais il a suivi. Et il a fallu aller très vite. Et je me suis fait un peu peur parce que un moment j'ai dit bon, faut dormir. C'était le moment, j'avais pas dormi depuis très longtemps. Et donc j'ai dit bon bah je vais dormir. C'était quand même à 40-45 nœuds. Je dis bon, je vais essayer. Et c'est le moment où mon pilote a décroché et le bateau a rempanné. Je l'ai entendu et j'ai réussi à me jeter sur la barre et récupérer le truc. Et en fait, j'étais couché, il y avait 20 nœuds. Alors ça allait très vite, à 25 nœuds, on est déjà à 45 nœuds. Hein. Et en fait, quand j'ai récupéré le bateau, j'ai juste réagi, sauté sur la barre. Et à un moment, j'ai vu les yeux, il y avait 33 nœuds, je m'en étais pas aperçu. Et donc, ça a été vraiment... la course aurait pu s'arrêter là. Dernière question. Jean-Louis, on va te donner le micro, Jean-Louis. C'est important. Voilà. Bonjour Charles, la victoire ne souffre d'aucune contestation, je voulais te féliciter. Comme observateur, c'était fabuleux à regarder ce combat. Je me souviens que nous nous sommes vus quelques jours avant, et avec beaucoup d'esprit, tu m'avais dit, tu m'avais parlé de François l'imparfait, comme s'il y avait une rupture définitive. Alors tu en parles aujourd'hui avec un sentiment forcément différent qui est lié au combat, probablement. Et tu m'avais dit, vous la presse, vous en avez fait une sorte de martyr de Saint-François à travers cette flèche. C'était en relation probablement avec ton éducation catholique. Mais je voudrais aussi te poser ça. Non, peut-être pas avoir dit ça, mais avoir autant de culture. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, finalement, tu remets François comme un adversaire qu'il est, qui a livré un combat formidable, et qu'au fond, on pourrait imaginer que vous pourriez vous reparler, en quelque sorte, et vous-même vous resserrer la main? Non, mais il y a un fantasme sur on se serre la main, on se parle, on n'est juste pas d'accord sur... on n'était pas d'accord sur un point de règlement. Après, voilà, ça fait pas de... C'est normal qu'il défende, comme j'ai toujours dit, c'est normal qu'il défende son point de vue, le nôtre aussi. Quand tu te sens lésé par une décision, ben, t'es pas d'accord. Mais ça n'empêche pas que le marin, j'ai toujours respecté. Et c'est vrai que là, de le voir naviguer, j'ai trouvé vraiment impressionnant. on avait un peu navigué ensemble. J'ai fait des courses en ultime contre lui. Mais je l'avais pas vu naviguer en solitaire et je sais pas, je trouve que c'était, alors c'était extérieur, mais je trouve que c'est assez gracieux de le voir naviguer. Et puis le combat qu'on a mené, forcément, il y a forcément toujours du respect. Faut pas croire qu'on se parle pas, qu'il n'y a pas de communication. C'est juste qu'on n'est pas d'accord. Ça a été monté très loin après par médiatisé, par aussi les réseaux sociaux. Et, moi, j'ai été insulté sur les réseaux sociaux pour des trucs que je ne comprends même pas pourquoi. Que je suis un tricheur, je ne sais même pas pourquoi. Et donc voilà, donc ça fait du mal, ça laisse des traces. Maintenant, je pense que c'est quelqu'un d'intelligent et on a échangé là-dessus. Merci. D'autres questions? Vous avez fait le tour? Les dernières, Jean-Louis, ou non? Non, j'ai reçu une réponse tout à Ah l'heure. ben c'est formidable. Eh bien, écoutez, on